Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live qui fait partie de la troisième édition de Live Métier en coulisses. J'accueille aujourd'hui donc Domiti, qui est donc parachutiste et conférencière. Bienvenue Domiti, merci beaucoup de prendre quelques minutes avec nous. Pour tous les participants, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. On essaiera d'y répondre au maximum avec Domiti. Avant de commencer, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis Camille, Talent Acquisition Manager chez Chance. C'est moi qui recrute les équipes de Chance. Domiti, je te laisse te présenter si ça te va, nous parler rapidement voilà, de toi, de ton parcours. Comment en es-tu arrivé là, surtout? Avec grand plaisir. Bonjour Camille, bonjour à tous. Merci d'être là. Je suis ravie de partager un petit peu de mon parcours parce que il est pas très courant. Et souvent, quand je parle de mon métier, les gens me disent mais je savais même pas que c'était un métier. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Donc, je me dis que si une ou deux personnes entendent ça et que ça peut leur ouvrir des horizons ou leur donner des idées, j'aurais pas perdu ces 30 minutes-là. Donc moi aujourd'hui, j'ai pas mal de cordes à mon arc. Pendant une quinzaine d'années, j'ai fait principalement du parachutisme. J'ai commencé à sauter quand j'avais 15 ans. Je l'ai pratiqué en loisir pendant un moment et puis j'ai commencé la compétition en 2008. Je suis rentrée en équipe de France, ça a plutôt bien fonctionné. Et comme c'était à peu près le même moment où j'ai terminé mes études, j'ai une licence d'histoire et un master en réalisation audiovisuelle dont je me suis absolument jamais servie. La fin de mes études a correspondu à peu près au moment où j'ai attaqué la compétition à haut niveau. Donc, il a fallu faire des choix. C'était compliqué avec des diplômes pas extrêmement employables et pas d'expérience et en étant jamais dispo d'aller voir un vrai métier. Du coup, en parallèle de ma pratique sportive de compétition, j'ai commencé à enseigner ma discipline. Moi, je faisais de la compétition en free fly. C'est une discipline artistique du parachutisme sportif. Ça se pratique à 3. On est 2 performeurs et un vidéoman. Et un peu comme en patinage artistique, on a des sauts de libre et des sauts d'imposé. Et l'objectif, c'est de créer les routines les plus intéressantes, les plus belles, les plus techniques, les plus difficiles. Donc voilà, j'ai commencé comme ça à travailler en coachant ma discipline. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai pris du galon. J'ai commencé à le faire d'abord en France et puis ensuite à l'international. J'ai pu énormément voyager grâce à mon sport. C'est l'avantage d'avoir un petit sport de niche. Quand on atteint un assez bon niveau dans son sport, ça vous ouvre des portes dans beaucoup d'endroits très très beaux. Et puis en 2020, avec 4 associés, on a monté une soufflerie. Donc, c'était un peu mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Une soufflerie, c'est un simulateur de chute libre. En gros, c'est un grand tube dans lequel on propulse du vent vertical et qui permet de répliquer exactement les sensations d'une chute libre. Donc, c'est exactement la même chose qu'un saut en parachute, mais sans le moment où on doit sauter de l'avion et sans le pilotage et l'atterrissage avec une voile. Donc ça s'appelle Zero Gravity, c'est à l'entrée du Futuroscope. Donc on a ouvert nos portes en 2020. Alors c'était un début un peu chaotique, la date forcément parle à tout le monde. On était censé ouvrir en avril 2020. Alors avril 2020, c'était pas la mode d'ouvrir des trucs en avril 2020. C'était un petit peu décalé. Et voilà, donc cette soufflerie existe depuis 3 ans maintenant. Et à peu près à la même époque, pendant les premiers confinements, j'ai commencé à me former au métier de conférencière. Donc j'ai attaqué par une formation. D'abord, j'ai fait un peu mes devoirs, et puis depuis quelques années, je développe cette partie-là de mes activités professionnelles, avec comme objectif de tirer des leçons et de partager des apprentissages que j'ai acquis dans ma pratique sportive de compétitrice de haut niveau et d'organisatrice de records principalement. C'est le genre de saut qui est riche en enseignements transposables dans le milieu de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, j'interviens principalement en entreprise pour partager ces histoires, ces images et ces apprentissages. C'est incroyable, en fait, ce que tu racontes. Je trouve ça hyper impressionnant. Je ne sais pas du tout ce qu'en pensent les participants, mais moi, je ne m'en remets pas. Et du coup, en fait, finalement, alors, le parachutisme, si je reprends, c'était une passion. À la base, donc, tu as fait de ta passion ton métier, on peut dire. Et conférencière, c'est quelque chose qui t'est venu... comment ça t'est venu, en fait, finalement? Alors, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Parce que mine de rien, mes premières amours, mes formations initiales, mes études de base, c'était des choses qui faisaient que j'aimais les mots, j'aimais les idées. Alors évidemment, les livres me sont restés absolument accessibles pendant toutes mes années de saltimbanque du ciel, donc j'ai pas été en rupture par rapport à ça. Mais j'arrivais dans une phase où j'avais envie
de regarder un peu en arrière, de réfléchir et d'utiliser ma tête un peu différemment. Et j'avais quelques amis qui avaient fait ça. Donc j'avais quelques exemples autour de moi qui m'inspiraient beaucoup. Alors les premiers noms qui me viennent en tête, c'est Fred Fugène et Vince Refait, qui est plus avec nous malheureusement, Vince. Mais donc eux avaient commencé. Alors eux aussi ont été champions du monde dans ma discipline. C'était, on va dire, les années avant ma génération de compétiteurs. Mais c'est toujours des amis et ils m'ont toujours énormément inspiré. Donc je les voyais faire ça et je me disais c'est génial, j'ai vraiment envie de m'essayer à cet exercice. Des personnes comme Johan Abi qui commençait à faire ça à Paris aussi, lui aussi champion du monde en freestyle. Cédric Dumont, un athlète Red Bull en Belgique, qui est aussi un ami à moi. Voilà, quelques personnes comme ça que je voyais passer sur les réseaux et qui intervenaient et je me disais ça m'intéresserait vraiment de m'essayer à cet exercice. Donc je les ai appelés, j'ai fait des petites visios avec mes potes et je leur ai demandé racontez-moi un peu comment est-ce que vous avez commencé, comment est-ce que vous vous êtes lancé, comment on débute là-dedans. Et donc ils ont été adorables, ils m'ont consacré un peu de temps, ils m'ont expliqué leur parcours, leur début, avec qui ils s'étaient formés. Fred notamment m'a donné le numéro de téléphone de la personne avec qui il avait fait cette première formation pour créer cette première conférence. Et du coup j'ai contacté cette personne, Véronique Leroy, et je me suis formée avec elle. Et puis c'était parti comme ça. Ok, ça tombe bien parce que Sabria, bonjour Sabria, a justement demandé quelle formation tu avais faite pour devenir conférencière. Ok, et du coup finalement, est-ce que tu peux nous partager alors une journée type? Je pense que c'est difficile parce que ça m'étonnerait que toutes les journées se ressemblent dans ce que tu fais aujourd'hui, mais finalement, je sais pas à quoi ressemblait ta journée de lundi par exemple. Alors lundi, c'est pas un excellent exemple. C'était l'anniversaire de ma maman. Je suis allée aider ma maman à faire des trucs. C'était pas un bon exemple. Jeudi dernier, c'était comment jeudi dernier? Mes journées types, elles vont varier en fonction de type de journée que ça va être. Si ça va être une journée dédiée au parachutisme, si c'est une journée dédiée à la conférence, et puis parfois des petites choses qui changent entre ça. Dans le parachutisme, une journée classique, je vais passer ma journée sur un centre de parachutisme avec un groupe de gens que je rencontre en début de journée. Parfois, je les connais parce que c'est des communautés qui sont quand même qui se connaissent bien et on se revoit régulièrement d'événement en événement. Et je vais avoir la mission pour la journée de les encadrer dans une journée de saut. Donc, on va, en fonction de leur niveau technique, de ce qu'ils savent déjà faire, de ce qu'ils ont envie d'apprendre, je vais créer des programmes de saut, les briefer, donc leur donner des places à la sortie, expliquer le type de trajectoire qu'on va faire. Ensuite, on va aller voler ce saut-là. Donc, moi, je vais on appelle ça l'idée. C'est moi qui vais définir physiquement la trajectoire qu'on va suivre ou les enchaînements qu'on va faire. Et j'ai une caméra sur la tête, une petite GoPro. Et ensuite, quand on se pose de ce saut-là, on regarde les images, on débrief. J'essaie de les aider à améliorer des points techniques, des points mentaux. Et puis on va répéter ça 6-8 fois dans la journée. Donc ça, c'est une journée type de parachutisme. Après, là, dans toute cette phase de construction d'un peu d'une nouvelle carrière, ou en tout cas d'ajouter cette corde à mon arc de conférencière, je me lève assez tôt. Là, quand je viens de rentrer à Paris, je suis parisienne à la base, ça fait un mois que je suis rentrée chez moi. Je vais me lever assez tôt, j'ai ma petite routine du matin, un peu de méditation, un peu d'étirement, histoire de rester en forme physique et mentale. Et puis le matin, ça va être principalement dédié à la créativité. Écrire mes conférences, travailler, écrire des textes pour les réseaux sociaux, toutes les choses qui me demandent un effort plus intellectuel et plus de créativité. Moi, c'est le matin que je suis plus sharp pour faire ce genre de choses. Et puis ensuite, l'après-midi, je vais plutôt répondre à mes emails, gérer un peu ma logistique à la fois de conférencière et de parachutiste. Quand je prends les rendez-vous, je préfère les avoir l'après-midi, les calls, ce genre de choses. Surtout quand ça doit être avec les États-Unis, c'est plus pratique pour nous de le faire de ce côté-là. Donc voilà, et en ce moment, travailler beaucoup à me développer en tant que conférencière sur les réseaux et attaquer cette phase-là. Et ce que je vais faire l'année prochaine, là, c'est tout neuf et c'est quelque chose qui m'enthousiasme particulièrement. Il y a un monsieur qui s'appelle Eric Blo, qui est agent de conférencier et qui a un site internet et une agence qui s'appelle Les Speakers, qui organise un mastermind. Donc c'est une sorte c'est pas vraiment une formation, c'est un accompagnement sur un an, une forme de mentorat, à la fois sur le fond de sa conférence, de sa pratique, de sa présentation, de sa voix, de sa gestuelle, et en même temps développer un écosystème autour de sa conférence,
et avoir plusieurs choses à partager dans ces sujets-là. Donc, je suis très impatiente d'attaquer ça. Je pense que ça va vraiment être un gros accélérateur et me faire vraiment passer du côté professionnel de cette activité. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux nous donner un sujet de conférence que tu abordes? Par exemple, un sujet que tu abordes régulièrement, quelque chose qui te tient à cœur, par exemple, sur lequel tu as pu travailler déjà? Alors moi, les sujets qui m'intéressent particulièrement, c'est des sujets autour du leadership et les expériences parachutistes que je vais utiliser principalement sur ces sujets-là, c'est l'organisation des records. Alors un record en parachutisme, un record du monde d'Europe de grande formation, ça va être de construire la plus grande figure accrochée les uns aux autres. Alors moi, dans ma discipline, comme je suis issue du free fly, ça va soit être tête en bas, soit être tête en haut, mais donc c'est dans une orientation verticale, hein, et pas à plat ventre. Et ces expériences-là, c'est vraiment du management. Vous avez une équipe à sélectionner et ensuite, avec cette équipe, vous devez permettre aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes sur le même saut pour que la magie opère et que ce saut-là fonctionne. Donc, il y a énormément d'enseignements qui sont transposables de cet univers-là, du parachutisme, à l'univers de l'entreprise. Et notamment, le saut donc, que j'utilise beaucoup cette année en conférence, c'est le dernier record du monde féminin de grande formation qui a eu lieu en Arizona l'année dernière, au mois de novembre, qui s'appelait Project 19, et qui pour moi a été une masterclass en leadership. Ça a été fascinant d'observer toutes les méthodes qui ont été mises en place, à la fois dans la conception, en amont, hein, sur les 3 ans qui ont précédé, et à la fois sur l'événement lui-même, jusqu'au niveau du saut, le découpage, la façon de communiquer, le fait qu'on était toutes reliées autour d'un objectif qui était plus grand que nous. Il y avait évidemment l'objectif de réaliser ce record de parachutisme, qui est un chouette exercice et qui individuellement en tant que sportif est quelque chose de très enthousiasmant, mais il y avait une étape supplémentaire ou quelque chose de supplémentaire à ça. L'événement s'appelait Project 19, Project 19, donc, qui à la base devait avoir lieu en 2020. Là encore, pour les mêmes raisons évoquées plus tôt, ça n'a pas été possible. 2020, c'était le centenaire de l'amendement 19 de la Constitution américaine qui a accordé le droit de vote aux femmes. Donc, on voulait, par ce saut-là, symboliser, tu vois, tout un tas de nanas qui sont accrochées les unes aux autres en chute libre, symboliser cette union. À la fois rendre hommage aux femmes qui nous ont précédées et qui se sont battues pour qu'on ait plus de droits, et en même temps inspirer la génération actuelle et les générations futures de femmes à vivre des vies audacieuses, courageuses. Grâce à la plateforme du parachutisme, c'était un moyen pour nous, c'était presque un prétexte, mais ça permettait d'utiliser notre voix et nos talents un peu bizarres pour porter un message. Et le fait d'avoir ce message-là, ça a vraiment changer la donne. Et ce qui était intéressant, c'est que 3 mois avant, il y avait eu des tentatives de record du monde mixte, dans lesquelles j'étais aussi, et l'atmosphère était vraiment différente, et ce saut-là a pas fonctionné. Et pour moi, un des points clés, ça a été ça, le fait que toutes les nanas qui étaient présentes à cet événement-là, elles avaient évidemment envie d'y arriver pour elles-mêmes, mais elles avaient surtout envie d'y arriver pour le collectif. Et cette leçon-là, c'est une des choses que je partage en conférence, parce que je l'ai vraiment constatée de façon extrêmement puissante et extrêmement évidente. C'est très intéressant de t'écouter parler, surtout de sentir la passion que tu as pour ça. Je suis impressionnée. Alors, petite image d'Émilie, que du coup tu connais apparemment, qui te dit donc que c'est toujours un bonheur de t'écouter parler du para, de ta passion. Après, tu as accès au chat, mais vraiment qu'on a l'impression de vivre ce dont tu parles, et c'est exactement ça. Ça donne très envie. Moi qui n'ai jamais fait de saut en parachute, j'ai une tante qui a fait du parachutisme et qui a fait justement du parachutisme, voilà, exactement ce que tu fais. Bon, pas au même niveau, bien évidemment. Et moi qui suis une énorme trouillarde, ça me donne vraiment, vraiment très envie d'essayer, pour le coup. Et du coup, donc c'est vrai, question au-delà de cette passion, justement, Guillaume demande si on peut vivre confortablement de sa passion. Est-ce que l'activité de conférencière répond à un besoin financier, outre l'intérêt de partager des sujets auxquels tu tiens, ou pas du tout? Alors oui, forcément, c'est aussi une façon pour moi, en ajoutant cette corde à mon arc, de pouvoir avoir une vie un tout petit peu plus sédentaire, parce que le parachutisme, je le vis depuis 15 ans, j'en vis depuis 15 ans, j'en vis bien depuis 15 ans, donc c'est tout à fait possible de vivre de sa passion de ce côté-là. Mais et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette carrière-là, c'est une instabilité constante. Alors,
J'adore ça, ça fait partie de mon ADN, j'ai énormément voyagé et ça me rend vraiment heureuse. Mais j'ai bientôt 40 ans et j'aimerais bien avoir un enfant, il serait temps que je m'y mette. Et donc ça va pas être compatible avec changer de pays toutes les semaines comme je le fais depuis une quinzaine d'années. Donc pour moi, développer cet aspect de conférence, ça va me permettre de m'ancrer un petit peu plus géographiquement, de pas être dépendante financièrement, de sauter. Et puis aussi même dans une évolution de grandir et de vieillir un peu, je veux pas compter uniquement sur mon corps, je veux pas avoir besoin absolument de mon corps pour gagner ma vie. Donc la conférence, ça répond aussi à ce besoin. C'est une façon d'utiliser tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, de le transcender même. Donc c'est hyper intéressant là, j'adore passer des heures à réfléchir, à écrire, à me dire qu'est-ce que j'ai appris sans me rendre compte que je l'apprenais en fait. Donc ça m'intéresse et ça me passionne, mais ça me permet aussi de continuer dans ma vie de femme, dans ma vie d'adulte et de faire quelque chose qui va me demander moins de gesticulation géographique. Ok, merci beaucoup. Alors on a une autre question de Marie ou Marie-Camille, je ne sais pas si c'est un nom composé, qui te demande si selon toi il faut avoir justement vécu quelque chose d'exceptionnel ou être une championne pour faire des conférences. Alors non, pas du tout. Et je le découvre vraiment là depuis quelques mois où je m'intéresse beaucoup à l'écosystème de la conférence en France, où je parcours LinkedIn à la recherche de justement tous les gens qui font ce genre de métier. Et il y a beaucoup de conférenciers très talentueux qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, des astronautes ou des entrepreneurs de l'extrême. Il y a aussi plein de gens qui se passionnent pour un sujet, qui sont spécialisés dans quelque chose, qui les anime et qui ont un message qu'ils cherchent à porter. Je pense que ce qui est important, c'est de se demander qui tu peux aider et comment tu peux les aider. Et si tu arrives à trouver une réponse à ça, tu peux devenir conférencier. Ce qu'il faut, c'est quand même avoir quelque chose à dire. Hein. Si tu n'as rien vécu d'hors norme et que tu n'arrives pas à penser à quelque chose qui te passionne, bon, ça va peut-être être un peu plus difficile. Mais il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un passé de sportif ou d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel, entre guillemets. Je déteste faire ça, désolée, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça toute l'après-midi, donc c'est horrible. Ok. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu préfères, alors dans ton métier de parachutiste et dans ton métier de conférencière, et les choses que tu aimes le moins? Alors, ce que j'aime le plus, la liste est assez longue, mais je pense que ça se rapporte quand même toujours beaucoup à la rencontre, que ce soit dans le parachutisme ou dans la conférence. Je suis quelqu'un d'extrêmement sociable, j'aime bien rencontrer des gens. Le parachutisme, ça a eu cette puissance de me faire rencontrer des gens d'absolument partout dans le monde et partout en termes d'histoire de vie, de classe sociale, de métier. Donc il y a vraiment une mixité qui est assez dingue et qui est hyper intéressante. Et dans la conférence, pareil, ça m'a permis de rencontrer vraiment des gens intéressants. Donc il y a ce côté rapport humain qui me passionne et qui marche, on va dire, dans les deux univers. Ce que j'aime le moins, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas. Je l'ai pas encore vraiment découvert. Le parachutisme, ça fait 15 ans que je le fais et franchement, s'il y avait un truc que je trouvais nul, si, il y a peut-être. C'est pas vraiment le parachutisme, c'est les sports connexes qui sont pratiqués autour du parachutisme, comme le base jump ou le speed flying, qui ont tendance à tuer beaucoup trop de mes copains. Ça, c'est vraiment pas une partie qui m'amuse beaucoup. Le parachutisme, contrairement aux idées reçues, c'est quand même vachement safe. Après, dans la conférence, je suis relativement nouvelle dans l'exercice, donc pour l'instant, je suis passionnée, ça m'intéresse, tout à apprendre. Donc pour l'instant, j'ai pas encore identifié ce qui me plaît le moins. On peut en reparler peut-être dans un an ou deux si tu veux. Alors, avec grand plaisir, fais attention à ce que tu dis parce que je ne vais pas oublier. Je vais le dire tout d'ailleurs à Marine, notre Head of Communications, qui s'en souviendra encore mieux que moi. Alors, du coup, deuxième question donc de Marie. Quel est cet écosystème dont tu parles? Est-ce que tu as des recommandations de lecture, de personnes ou de formation? Alors, moi, ce que j'ai fait au départ, parce que je connaissais vraiment, à part les quelques amis parachutistes qui faisaient un peu ça,
je connaissais vraiment personne dans cet univers. LinkedIn a été une ressource vraiment, vraiment importante parce que avec quelques mots-clés, vous allez trouver une ou deux personnes à vous taper conférencier, conférencière, et puis ensuite c'est un peu le rabbit hole d'Alice au pays des merveilles. Vous trouvez une personne et puis vous en trouvez une autre et puis vous en trouvez une autre. Donc en fait, LinkedIn a vraiment été une ressource hyper importante pour découvrir des gens. Et puis, quand vous lisez un peu les posts, c'est là que vous découvrez l'écosystème, en fait. Moi, je me suis fait un petit fichier Excel sur mon ordinateur en marquant un peu par type, parce qu'il y a, les gens se spécialisent dans plusieurs types de conférences différentes. Donc, ça peut vous permettre d'identifier ce qui vous intéresse, vous, éventuellement ce dans quoi vous voulez vous inscrire. Vous pouvez lire ce que les gens écrivent, vous pouvez regarder avec qui ils interagissent. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est des recherches Google, des agences de conférenciers, d'aller éplucher un petit peu ces différentes agences. Elles sont très faciles à trouver sur Google et elles vont chacune avoir des présentations de speakers. Donc, vous allez pouvoir aller ensuite sur chaque personne et voir comment ils se présentent, de quoi ils parlent, quels sont les sujets qu'ils abordent, éventuellement parfois comment ils les abordent. Donc, pour le moment, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai fait et mon petit fichier Excel, il commence à être un peu fourni. Ok, super, merci beaucoup. Pourquoi finalement, pourquoi le parachutisme? Tu l'as évoqué rapidement en début de live, mais comment est-ce que tu es tombée dans le parachutisme? Alors, c'est une bonne question. Je m'en rappelle plus exactement. Parce que la toute première fois que j'ai demandé à mes parents si je pouvais essayer de sauter en parachute, j'avais 12 ans. C'était l'été de mes 12 ans. Ma maman m'a demandé cet été-là si j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. Jusqu'à présent, je faisais beaucoup d'équitation. J'étais passionnée de poney quand j'étais petite. Et cet été-là, quand elle m'a demandé ça, je me suis dit, j'ai envie d'essayer un truc dans les airs et un truc dans la mer. Parce que j'avais l'impression de masteriser l'élémentaire à poney. Et dans le ciel, j'ai pensé parachutisme et dans la mer, j'ai pensé plongée sous-marine. Alors pourquoi ces sports-là? Et parce qu'il y a beaucoup d'autres sports aériens et beaucoup d'autres sports d'eau, c'est les deux sports qui m'ont parlé. Et pourquoi ça, je ne m'en rappelle plus, parce que 12 ans, c'était il y a quand même un petit moment. Donc du coup, mes parents qui n'y connaissaient rien du tout dans aucun de ces sports m'ont dit on va aller voir. Alors sur le centre de para à 12 ans, ils m'ont dit tu es trop petite, il faudra revenir quand tu auras 15 ans. C'est l'âge légal en France pour faire son premier saut. La plongée, par contre, ça a été possible. Donc, j'ai pu commencer la plongée sous-marine à 12 ans. J'en ai fait beaucoup pendant 3 ans jusqu'à ce que je puisse aller sauter. En attendant le parachute. Exactement. Et puis à 15 ans, donc après avoir tanné mes parents pendant 3 ans, ils m'ont offert un tandem et que j'ai fait à Mimizan. Dans le sud-ouest de la France, parce qu'un ami d'amis était un ancien para et puis il connaissait des gens qui avaient ce club-là. Et je suis tombée amoureuse tout de suite, à la fois de l'expérience en elle-même, la montée d'avion, voir la terre vue du ciel, monter dans un petit coucou, la sensation incroyable, alors de peur, parce que les premiers sauts, tu flippes quand même un petit peu, et puis ça t'énue. Je ne te juge pas. Mais ça, c'est normal. C'est les gens qui me disent je peux pas sauter parce que j'ai peur. En fait, si tu attends de ne plus avoir peur pour sauter, tu ne sauteras jamais. Ça fait forcément peur la première fois, et puis la deuxième, et puis la 10e, on va pas se mentir. Moi, j'ai mis, je pense, une 50aine de sauts avant de ne plus avoir peur. La peur maintenant, elle revient sur des sauts spécifiques, des sauts à pression, mais c'est plus du trac, tu vois, du stress de performance. C'est pas vraiment la peur de sauter. Donc, faut pas attendre de ne pas avoir peur pour le faire. Mais dès que t'es sorti de l'avion, la peur disparaît complètement. Donc ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Écoute, tu donnes très envie d'essayer, en tout cas. Et Émilie dit peut-être que c'est la liberté de mouvement dans les éléments qui te plaisait. Alors complètement. C'est vraiment c'est cliché de dire ça, mais la sensation de liberté, elle est juste dingue et elle est, je l'ai retrouvée dans rien d'autre. Mais je pense que en plus de ça, ce qui m'a fait accrocher au début et ce qui me fait rester dans cet univers depuis bientôt 25 ans, c'est la communauté. C'est que c'est une activité tellement atypique, tellement improbable et tellement intense émotionnellement que les gens avec qui tu fais ça, tu connectes de façon vraiment profonde et instantanée. Et pour moi, qui était une gamine pas hyper populaire à l'école, j'avais pas beaucoup de copains, tout d'un coup débarquer dans cet univers où les gens étaient heureux, bienveillants, souriants, exaltés, c'était juste je voulais traîner avec eux, quoi. Et puis je suis jamais repartie. Et c'est toujours très très vrai aujourd'hui. Les gens avec qui j'évolue, les gens qui sont aujourd'hui mes amis, m'inspirent énormément et je trouve que c'est des gens exceptionnels et tous les jours je me dis que j'ai vraiment du bol que ce soit mes potes, quoi. C'est
c'est fou. En fait, c'est une expérience incroyable. Donc, je comprends ce qui t'attire aussi. Alors, Marie, non, ne t'excuse pas de poser des questions. Tu as tout à fait le droit de poser des questions. On est là pour ça. Donc, voilà, tu parles d'agence. Est-ce que tu recommanderais de te lancer via des agences plutôt que seule pour trouver des clients? Donc, en tant que conférencière, j'imagine. Alors, encore une fois, je me sens pas ultra légitime pour donner des conseils parce que j'en suis moi-même un peu au début de tout ça. Moi, pour l'instant, toutes les conférences payantes que j'ai faites, c'est des gens qui m'ont trouvé un peu grâce à mon réseau, grâce au parachutisme, parce que en étant championne du monde, même si c'est un petit sport, dans mon milieu, les gens savaient un petit peu qui j'étais. Donc, quand j'ai commencé à communiquer sur les réseaux sur le fait que je commençais à faire ça, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont approché. J'ai eu quelques gigs aussi par les personnes avec qui j'avais fait des formations au début. Donc ça s'est fait de façon assez organique jusqu'à présent. Je compte continuer à développer beaucoup mes réseaux et surtout LinkedIn pour essayer de me faire repérer et puis trouver des clients comme ça. Mais je pense que certaines agences ont vraiment la capacité de vous aider, et plus que des agences. Et encore une fois, c'est mon avis maintenant de jeune débutante, et peut-être que je changerai, mais je pense qu'un bon agent, c'est probablement la véritable clé du succès, d'avoir quelqu'un qui connaît extrêmement bien le métier, qui a un réseau de clients et qui va savoir vous orienter, vous aider à vous développer. Je pense que c'est probablement là que réside la clé du succès. Ok, merci beaucoup. Tu parlais de communauté tout à l'heure, tu parlais justement de liberté, de sens. Moi, j'ai envie de te poser quand même la question du sens que tu trouves dans ton travail, puisque chez Chance, pour revenir quand même à Chance, c'est important, on estime que pour qu'un projet professionnel ait du sens, il doit aligner 4 piliers: métier, finalité, environnement et impératif personnel. Finalement, aujourd'hui, quel est le sens que tu trouves dans ce double métier de parachutiste / conférencière? Alors, dans l'aspect parachutisme, le sens que je trouve, c'est la capacité à passer des journées entourées de gens heureux et à contribuer à cette joie-là. C'est absolument fantastique de pouvoir être dans cet environnement de travail-là et de te dire que à ton échelle un peu atypique, un peu étrange, tu contribues à ce que des gens non seulement se développent sportivement, mais en fait le parachutisme c'est quand même un sport un petit peu atypique, qui demande d'aller puiser des ressources de confiance en soi, d'aller oser faire des choses. Et en fait, toutes ces leçons-là, elles accompagnent les gens dans leur vie en dehors du sport, dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle. Donc quand tu arrives, et surtout moi dans le cadre des records, où je vais vraiment essayer d'insister sur ces aspects-là pour donner les moyens aux gens de se dépasser, de réaliser des exploits, et ben j'ai quand même cette satisfaction de me dire que c'est des choses qu'ils vont pouvoir emporter avec eux. Et ce que je fais aujourd'hui en conférence, c'est en fait la volonté de faire exactement la même chose, mais à une échelle un peu plus large et en dépassant les structures de mon sport. Ok, merci beaucoup. Je vais mettre dans le chat le petit lien vers notre communauté, puisque tu parlais de communauté tout à l'heure. Nous, chez Chance, on est une communauté d'entraide. L'objectif de ces lives aujourd'hui, c'est de pouvoir partager son expérience, mais également aider les gens à se créer du réseau, à voir qu'il y a des expériences très différentes et parfois des expériences qui sortent de l'ordinaire, un peu extraordinaires, voilà, qui est comme la tienne finalement, et que c'est possible et qu'ils ne sont pas seuls. Donc, en chat, le petit lien. On a fait le tour des questions. Écoute, Domiti, je crois que je l'ai dit à peu près 43 fois dans le live, mais c'était incroyable de parler avec toi. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous. Et surtout, je sais que Tout Chance te remercie. Ils sont tous en train de m'écrire sur Slack en même temps pour me dire c'est incroyable, c'est trop bien. Enfin bon, voilà. Donc, j'ai un petit groupe de fans qui sont j'ai bien retenu qu'on faisait un petit point dans un an sur le métier de conférencière pour voir où tu en es. Voilà, je n'oublierai pas. Et vraiment, merci beaucoup. C'était hyper chouette, c'était hyper gentil de prendre le temps. N'hésitez pas du coup à aller voir aussi, aller voir ton profil sur LinkedIn, à vous renseigner et puis à vous tenir au courant quand même sur la suite. Moi, je sais que je le ferai, je sais que Chance aussi. Et vraiment, encore merci, Domiti, d'avoir pris quelques minutes. C'était super. Merci de m'avoir reçu, de m'avoir donné cette plateforme et bravo pour ce que vous faites. C'est chouette. J'aurais bien aimé que vous existiez quand j'étais plus petite. Merci beaucoup et je transmets à toute l'équipe. J'espère à bientôt et je pense qu'on risque de te recontacter. On ne sait jamais. Ça marche.
Au revoir Domiti, au revoir à tous. Bonne fin de journée.